J'aimerais vous présenter celui qui aura l'insigne honneur de briser cette glace ce soir. C'est pas facile, puis en plus, il faut qu'il rentre en 7 minutes. Pour des gens qui sont habitués aux grandes conférences par et pour les pairs, ce sera un défi de taille. Sylvain Cloutier, directeur des affaires professorales et de la recherche et des partenariats, il va le dire, chaire du Canada sur les matériaux et les composants opto-électroniques hybrides de l'École de technologie supérieure. Il nous présente leurs nombreux travaux. Sylvain Cloutier. Merci beaucoup. Un grand défi ce soir, j'ai décidé de m'attaquer. J'ai fait quelque chose pour un prof d'université qui est probablement la chose la plus difficile. Je vais essayer de ne pas vous parler de ma recherche. La présentation ce soir est inspirée, je suis quand même pas trop loin, est inspirée d'une discussion que j'ai eue en 2010 quand je faisais partie d'un projet d'ARPA, la défense américaine, donc sur les matériaux composites. Et ce qu'on disait, c'est que toutes les grandes innovations de l'histoire de la société, les grandes innovations technologiques, étaient tous issues d'une avancée technologique majeure au niveau des matériaux. Et on s'est mis à reculer dans le temps, puis on a trouvé qu'on reculait pas mal loin. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis un peu à m'intéresser davantage à l'histoire aussi des technologies. Donc, ma recherche à moi est au niveau de l'électronique imprimable, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu de l'histoire de la fabrication additive qui part, comme on va le voir, d'il y a à peu près 29 000 ans et qui nous amène aujourd'hui. Donc, je vais être capable de faire ça 29 000 ans en 7 minutes, je vous le promets. Donc, la fabrication additive. La fabrication additive, c'est quoi? C'est un concept qui peut sembler très sophistiqué alors que ce ne l'est pas du tout. En gros, une image très simple pour comprendre la fabrication additive, c'est la poterie. Donc, il y a 3 éléments. Premier élément, il y a de la matière, une poudre. Deuxième, il y a un véhicule de formage, ça peut être un moule, ça peut être manuel, ça peut être... Et ensuite, la dernière étape, il y a un processus de fritage ou de fusion qui fait que cette poudre-là va se fusionner d'une certaine manière et se durcir pour donner de la matière solide. Donc, le premier exemple de fabrication additive qu'on peut retrouver dans l'histoire de l'humanité, c'est la Vénus d'Olny Vestonice, qui a été trouvée en Moravie. Donc, on voit ici, c'est une statue qui date de 29 000 ans avant notre ère. Et la preuve que nous avons qu'elle a été faite par fabrication additive, c'est que même qu'il y a 4 ans, il y a des experts avec des méthodes de tomographie ont été capables de trouver des empreintes digitales, en fait, du fabricant qui a fabriqué la Vénus, donc de Dolny. Donc, on sait que c'est vraiment quelque chose, ça a été la première trace qu'on a de fabrication additive. Plus tard, à la fin de l'époque qu'on appelle le chalcolithique, donc c'est la transition entre l'âge du cuivre et l'âge du bronze. On a vu les techniques, on voit dans l'histoire de l'émergence de techniques de fabrication additive. Donc, entre autres, il y a des technologies qu'on appelle les faïences égyptiennes qui datent d'à peu près 2500 ans avant notre ère. Donc, c'est typiques pour leur texture bleutée et luisante. Donc, encore là, ces faïences-là ont été découvertes à peu près 2500 ans avant notre ère en travaillant les métaux à très, très haute température. Donc, c'est comme un produit de ces traitements métalliques-là à très, très haute température. Plus tard, évidemment, il y a les verres qui sont apparus. Donc, on voit ici un verre romain là, qui date de 400 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est toutes des méthodes où, finalement, une poudre a été formée par moulage, généralement, cuite à très, très haute température pour donner un produit fini comme ça. Donc, dans les années 1750, autour de la première révolution industrielle en Angleterre, la poterie s'est industrialisée, donc avec l'arrivée de la machine à vapeur. Et ici, on peut voir les premiers exemples de poterie qui ont été formés par moulage. Donc, il y avait un moule, une poudre était insérée, un recuit à haute température et qui donnait des pièces de très, très haute qualité, produites en grande quantité. Et l'Angleterre a vraiment bénéficié des développements économiques attachés à la production de masse de structures comme ça par fabrication additive.
Lors de la deuxième révolution industrielle, donc plus autour de 1850, c'est des poudres métalliques qui ont commencé à être formées par fritage. Un des plus grands succès, en fait, associés au fritage de poudres métalliques est les filaments de tungstène qui ont été découverts par GE à peu près autour de 1910. Donc, William Coolidge, qui a développé le filament de tungstène qui est aujourd'hui dans les lampes incandescentes et aussi dans les tubes à rayons X. Donc, c'est aussi un produit de fabrication additive parce que le tungstène est un matériau avec un point de fusion qui est très, très élevé. Donc, étant donné que c'était très difficile de manufacturer les fils de tungstène, donc c'est vraiment un moulage avec un fritage à plus basse température qui a permis de développer ces filaments-là. Donc, depuis 140 ans environ, la fabrication additive, la métallurgie des poudres, qu'on appelle aujourd'hui, c'est vraiment développé. Donc, il y a deux grands secteurs, la métallurgie des poudres. Donc, ça peut être une poudre métallique qu'on met dans un moule, on la presse, on la chauffe et ça nous donne une pièce. Donc, ce type de métallurgie-là, généralement, va être utilisé pour des très, très grands volumes parce que la fabrication du moule, comme tel, coûte très cher. Ou il y a des méthodes qui sont plus on appelle ça free forming en bon français, où finalement un laser ou un arc électrique va faire le fritage de la poudre dans l'espace. Donc, il n'y a plus besoin de moule. Et ces structures-là sont préconisées, ou ces méthodes-là sont préconisées pour le prototypage rapide, donc aujourd'hui ce qu'on appelle l'impression 3D. Donc, le fritage par laser s'est vraiment développé de manière exponentielle. En fait, les lasers sont devenus de plus en plus abordables. Et donc, aujourd'hui, on a des imprimantes 3D qui font du fritage par laser et qui sont relativement abordables. Relativement abordables, la 290 de IOS qui est là vaut à peu près 1,8 million. Donc, relativement abordable est un bien grand mot. Où finalement, des poudres métalliques se font couche par couche fritées pour faire une pièce de très, très haute qualité. L'impression 3D aujourd'hui est rendue dans à peu près plusieurs secteurs, tous les secteurs. J'ai mis ici les exemples les plus spectaculaires, des vêtements faits sans couture par fabrication additive, des carrosseries de voitures faites entièrement par fabrication additive. On voit l'exemple ici, c'est un ultrason 3D qui a été fait, c'est un fœtus, qui a une image d'ultrason 3D et une reproduction du fœtus a été faite par fabrication additive. En Chine, la compagnie Winsun, en janvier 2016, a produit un bloc appartement de 24 logements en fabrication additive dans une période de 6 jours. Et ils sont capables de faire des maisons maintenant à plus petite échelle. Ils sont capables de produire 6 maisons en une journée par fabrication additive. L'impression électronique, on voit ici une reproduction du Taj Mahal qui a été faite. C'est un cube de 1 mm par 1 mm, 1 mm à très, très haute résolution. Dans le secteur biomédical, des implants biomédicaux faits sur mesure et des prothèses pour le secteur médical. Donc, je vous invite à venir voir notre kiosque sur les matériaux, la fabrication avancée et surtout notre laboratoire institutionnel de caractérisation des équipements qui sont accessibles, qu'on veut rendre accessibles à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle en bon français un Open Lab. Donc, vous êtes invités, si vous avez des besoins particuliers pour votre entreprise, votre université, à venir utiliser nos équipements chez nous. Merci. Restez peut-être au micro. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Je voudrais en profiter pour dire qu'on a 15 professeurs extraordinaires de l'ETS qui sont ici ce soir, dont la recherche sont en lien avec ce secteur-là. Donc, vous avez une grande variété d'expertise disponible pour vous ce soir. Bien, je ne vois pas de questions, mais moi, j'irais peut-être avec une question complémentaire. Qu'est-ce que ces nouvelles techniques-là permettent de faire qu'on ne pouvait pas faire auparavant, par exemple, par des moulages traditionnels? En fait, c'est vraiment de personnaliser. C'est vraiment la notion de prototypage. On peut imaginer, par exemple, prenons un implant médical. Chaque personne est différente, chaque personne a une morphologie différente. Donc maintenant, on est capable de prendre un individu, on fait une imagerie médicale, puis on est capable de lui fabriquer un implant qui est vraiment fait pour lui. Alors que dans le passé, évidemment, on était obligé de travailler avec des méthodes de production de masse. Donc vraiment, c'est la notion de personnaliser ou de faire du testage rapidement. Donc, on a un prototype qu'on veut tester. On peut rapidement fabriquer un seul prototype et faire les tests préliminaires pour voir si la technologie est bonne. Bien, on continue ça avec vos 15 professeurs. Vous êtes venus avec votre cohorte, vraiment. Bien, on va les voir. Oui, peut-être une rapidement, une question, monsieur, oui.
Donc, la question est, est-ce qu'on peut produire en série ces petites séries-là? En fait, on dit qu'on est loin de la production en série? En fait, je dirais oui. Il y a un partenaire industriel, par exemple, que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes, que j'ai rencontré la semaine dernière, qui fait des pièces pour mettre dans les moteurs d'avion. Et il y a certaines pièces où c'est du bas volume, donc des moteurs d'avion, ils n'en produisent pas 20 000 par mois. C'est du très bas volume et donc il y a certaines pièces maintenant qui sont, les économies sont énormes à les faire par production additive. Donc même quand c'est des petits volumes, pas nécessairement mais des petits volumes, il y a des économies d'échelle qui sont très, très importantes avec la fabrication additive. Merci beaucoup, Sylvain Cloutier. On peut l'applaudir.